J'ouvre tout de suite le second débat de ce sens public consacré à l'hommage rendu aux victimes françaises des attaques terroristes du Hamas le 7 octobre en Israël. 42 de nos compatriotes ont été tués, comme Avidan Torjman, bénévole lors du festival Tribe of Nova, abattu alors qu'il s'était caché sous la Seine. Ses parents, qui habitent dans un kibboutz, sont venus à Paris avec leur fille pour participer à la cérémonie dans la cour des Invalides. Fabien Recker et Myriam Roch-Massara. 42 portraits dans la cour des Invalides, autant de vies fauchées le 7 octobre, auxquelles la France a rendu hommage ce matin. Il n'avait pas 30 ans. Avidan, Valentin ou Naomi ne les auront jamais. Avidan Torjman avait 26 ans. Ses parents, arrivés d'Israël la veille, saluent la démarche de l'hommage national, un hommage qu'ils jugent utile. Et on a un petit peu tendance à oublier ceux qui sont tombés dès le premier jour, le 7 octobre. Il y a une dynamique de combat, une dynamique de guerre, malheureusement. Mais nous restons avec notre deuil, notre tristesse. Et on doit essayer de continuer le quotidien malgré cette catastrophe qui nous est arrivée dans notre famille. Leur fils Avidan était bénévole au festival Supernova. Il s'était absenté quelques heures de la fête avant de retourner sur le site juste avant l'attaque pour aider au démontage de la scène. Il s'est caché sous la scène qu'ils avaient montée et il a été en ligne avec notre fils. Pendant 1h40, ils étaient en ligne jusqu'à ce que la communication a été coupée. Avidan était un jeune homme qui adorait la vie, qui ne méritait pas de partir. Il avait tellement de choses à faire et à donner. Et pas seulement lui. Il n'y a pas une famille, il n'y a pas une personne en Israël qui n'a pas été touchée, qui n'a pas un membre de la famille, un ami, une connaissance, un collègue à qui c'est arrivé. Michael et Monique Torjman appellent la France à poursuivre la lutte contre le terrorisme. Les gens veulent vivre. Nous, on a donné la vie à notre fils et pour qu'il puisse continuer. Et malheureusement, à 26 ans, sa vie a été arrêtée. Et je crois qu'il y a un problème international de fondamentalisme islamique. Et si on ne fait rien, ça va se passer partout, comme ça s'est déjà passé en France. Avec l'aide de leur avocate, les époux Torjman s'apprêtent à déposer une plainte en France contre le Hamas pour crime contre l'humanité. On analyse tout de suite le retentissement de cet hommage ici en France, en Israël, ailleurs dans le monde avec mes invités. Maître Yael Semama, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes avocate au barreau de Paris et donc avocate de la famille d'Avidan Torjman, assassiné par le Hamas au Festival Nova. Roger Karoutchi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, sénateur LR des Hauts-de-Seine. Ofer Bronstein, bonsoir et bienvenue. Vous êtes le président du Forum international pour la paix. Mathieu Croissant, éditorialiste politique, est resté à mes côtés. Yael Semama, que représente cette journée pour la famille Torjman et peut-être plus généralement pour toutes les familles qui étaient là, aux Invalides? La famille Torjman a exprimé ce matin leur reconnaissance. Cette cérémonie était pour eux vraiment un acte de leur reconnaissance en tant que Français, en tant que membres de notre nation. Et cet hommage de la nation à leur fils et à tous les disparus, c'était vraiment reprendre leur place dans la nation française, place qu'ils n'ont jamais quittée. D'ailleurs, Emmanuel Macron a dit ce matin, j'espère ne pas... il a dit que certains ne sont pas nés en France, ne sont pas tombés sous le ciel de France, mais il a dit notre pays était partout où ils étaient. Et... à peu près, j'ai noté, voilà. Et je pense que c'est exactement ça ce qu'ils ont ressenti, que la France est là où ils sont, et on en parlera tout à l'heure avec les actions judiciaires qu'on peut mener en France. Bien sûr, on en parlera. Mais c'était effectivement le sentiment, et un sentiment partagé qu'on a pu entendre dans les gradins tout à l'heure, et ensuite lorsque les familles étaient face à Emmanuel Macron. Cet hommage de la France aux victimes du 7 octobre était diffusé en direct à Tel Aviv. On va voir quelques images de cette diffusion, donc c'était à la mi-journée, en direct à Tel Aviv, sur cette place des otages qui est située en face du ministère de la Défense. Roger Karoutchi, la France est le premier pays étranger à organiser un hommage national. Quel symbole vous associez à cette journée? Est-ce que vous dites enfin? Comment vous réagissez? Je peux dire enfin, et tant mieux. Oui. Enfin, parce qu'effectivement, c'était il y a quand même déjà plusieurs mois, et le groupe France-Israël du Sénat, par exemple, que je préside, avait demandé cet hommage déjà depuis le début.
c'est bien, et c'est encore mieux d'être le premier, mais c'est aussi parce que nous sommes l'un des pays qui malheureusement a le plus de morts. Le problème, c'est aussi ça. Nous avons 42 franco-israéliens qui ont été tués. Et par définition, nous sommes, en dehors de ceux qui sont purement israéliens, qui n'ont pas de double nationalité, on est le pays le plus touché. Voilà, on est le pays le plus touché, donc c'est assez logique qu'on soit aussi le plus concerné, le plus impliqué. Je vous rappelle qu'il y a toujours et encore énormément de franco-israéliens en Israël. De mémoire, ils doivent être à peu près 120 000, ce qui est comme 150 000, 250 000. Donc, vous voyez que c'est quand même considérable. C'est normal que la France soit le premier. Tant mieux. Bon, voilà, c'est très bien, même si on aurait pu imaginer cela plus tôt, mais bon. Ne faisons pas la fine bouche, c'est bien de l'avoir fait. Ofer Braunstein, ça dit aussi effectivement des liens entre la société française et la société israélienne. Je n'ai aucun doute, j'ai parlé avec beaucoup d'amis israéliens, y compris avec le président Herzog cet après-midi, qui a tout de suite envoyé un message, il devait être là, mais parce qu'il y a une visite du président argentin en Israël, il n'a pas pu faire le déplacement, mais il a tout de suite envoyé un message au président Macron. Pas seulement ça va, à mon avis, ça va être un tournant dans la relation entre la France et Israël. L'émotion que ça a suscité en Israël, bien entendu, ça a suscité énormément d'émotions ici en France, mais l'émotion que ça a suscité en Israël a été extraordinaire. Les mots que le président a choisis pour dire les choses ont touché le cœur des Israéliens. Donc je pense que c'est encore une preuve de l'amitié qui existe entre les deux pays. Et c'est pas seulement ça. Le président Macron, la question s'est posée, pourquoi maintenant ? Moi, je l'ai accompagné fin octobre. C'est la première tournée qu'il a fait dans la région. Il a visité Israël, Ramallah, Amman et Le Caire. Oui. On lui avait déjà reproché à l'époque d'y aller trop tard, d'ailleurs. Si on lui a reproché d'y aller trop tard, mais lui, il voulait, je sais exactement pourquoi il y est allé après certains, c'est que lui, il voulait faire la tournée. Il avait déjà une vision régionale de la solution. Il ne voulait pas uniquement venir aller dans un kibbutz, exprimer sa tristesse et repartir. Il voulait être dans le concret, c'est pour ça qu'il a retardé son voyage. Mais il avait déjà, à l'aéroport de Lod, où les familles l'attendaient, quand on a atterri, il avait déjà promis aux familles qu'il y aurait un hommage national. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'on ne savait pas. Et j'espère que la liste des morts français s'est terminée là, parce que n'oubliez pas que nous avons encore 3 otages franco-israéliens. J'espère qu'ils sont vivants et j'espère qu'ils seront libérés. Mais une des raisons pour laquelle il a attendu, c'est de ne pas faire trop vite un hommage, alors qu'on était incertain par rapport à une bonne partie des otages. Mais je n'ai aucun doute que la relation entre la France et Israël a pris un tournant aujourd'hui. On va en reparler de ça, Mathieu. Je trouve paradoxalement que ce décalage dans le temps a donné au discours davantage de puissance. Alors que moi, je m'interrogeais aussi, comme beaucoup, en qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il n'y a pas d'hommage. Mais s'il l'avait fait au lendemain des attaques du 7 octobre ou dans les jours qui ont suivi, ça aurait été une émotion parmi les émotions. Le faire 4 mois après, un moment où le conflit devient confus pour une grande partie de l'opinion, avec les mots qu'il a choisis, je pense que ça a donné à son discours encore plus de pertinence et encore plus de puissance. Avec, pour les familles présentes dans la cour des Invalides, cet espoir que, voilà, il y aura peut-être d'autres pays qui organiseront des hommages similaires, retentissement mondial. Écoutez, Isha Aidan qui a perdu 2 de ses neveux dans l'attaque et son frère, on parlait des otages, son frère est toujours otage du Hamas. J'espère que ça se retendra dans tout le monde, pas seulement en France. J'espère que les autres essayeront de faire la même chose dans leur pays. Je crois que de ce point de vue, la France a donné le grand signe d'être avec ceux qui ont reçu un très très grand coup. Votre avis, Roger Carucci, sur ce que nous disait Ofer Braunstein à l'instant, est-ce que c'est une nouvelle étape importante ou une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre la France et Israël ? Je crains malheureusement que non. Bien sûr, il y a l'émotion, et l'émotion, elle est partagée. Et forcément, les familles israéliennes, les autorités israéliennes sont sensibles au fait que nous soyons le premier pays. Après, la réalité de la politique internationale, elle n'est pas que dans l'émotion. Après, qu'est-ce qui sera proposé sur l'après-guerre, sur le cessez-le-feu, sur le sort de Gaza ?
il est évident que sur ces sujets, on sait très bien qu'il y a une différence considérable d'appréciation entre la France et Israël. Il n'y aura pas forcément un rapprochement très clair là-dessus, donc attendons de voir un petit peu ce que donne la suite. Quand vous êtes allé en Israël, parce que vous faisiez partie de la délégation sénatoriale qui s'y est rendue, vous n'avez pas senti une attente particulière de la part de la France, de l'engagement français, de l'action de sa diplomatie? Pour être tout à fait franc, oui, allez-y. Non. Bon. Non. On a rencontré le président de l'État d'Israël, bien sûr, longuement, un certain nombre de responsables politiques, y compris de l'opposition d'ailleurs, et des responsables militaires. C'est évident que quand le pays est en guerre, il compte plus les avions et les porte-avions américains qui sont à proximité que la diplomatie française. Le ministre des Affaires étrangères français reconnaît que, par exemple, il est intervenu auprès du Liban pour dire attention, Israël ne veut pas la guerre, mais faites attention à la frontière. Mais on sent que la France peut servir d'intermédiaire. Elle n'est plus un acteur très direct et lourd dans le... Je vous vois que vous vouliez réagir, donc allez-y, Ofer Weinstein. Je suis en total désaccord avec monsieur. Vous avez le droit. Et je vais le prouver par des faits. Et par rapport à cette terrible guerre dans laquelle on se trouve, dès le 7 octobre au soir, à la demande des Israéliens, je le sais parce que c'est à travers moi que cette demande est passée, on a sollicité le président Macron pour qu'il intervienne auprès des Qataris, pour qu'il intervienne auprès des Libanais. On avait très peur, on a toujours très peur que ça s'embrase dans la région, puisque les escarmouches entre Israël et le Liban sont quotidiennes. Et il n'y a pas un jour, depuis le 7 octobre, que le président Macron ne prend pas le téléphone pour parler à... Maintenant, je vais donner encore un exemple qui est inédit dans la relation entre la France et Israël. Ce n'est pas par hasard que tous les patrons des services de renseignement, l'Américain, le Qatari, l'Égyptien, l'Israélien et d'autres se sont retrouvés à Paris il y a 10 jours pour parler des otages. Donc ils ont senti qu'en France, ils pouvaient trouver les appuis et la confiance nécessaire pour que ça se passe. Ce n'est pas un hasard. Et Israël est très reconnaissante que c'est la France qui a pris l'initiative d'amener des médicaments aux otages. On espère qu'ils sont arrivés aux otages. Mais c'est une initiative française. Maintenant, je peux vous savez, encore une fois, ces 4 dernières années, les relations économiques entre la France et Israël ont quadruplé. Ah oui, ça, c'est donc il y a des relations sereines entre la France et Israël. Je pense que le président Macron est très respecté par Israël et j'espère que ça continuera comme ça. Maintenant, politiquement, permettez-moi une remarque. Allez-y. N'oubliez pas que il y a beaucoup d'autres thèmes à aborder, mais allez-y. Mais je voyais où parce que le seul président français qui a reconnu l'État palestinien, vous savez lequel c'était? C'était le président Sarkozy à l'UNESCO. Le président Sarkozy a reconnu la Palestine comme État à part entière à l'UNESCO. Donc, il y a la politique, il y a la réelle politique. Allez, on reparlera, parce qu'il y a quand même l'une des informations aujourd'hui, c'est l'hypothèse, l'espoir qu'une nouvelle phase de négociation, peut-être une trêve, puisse aboutir à la libération d'otages. On en reparlera dans un instant. Mais je voudrais revenir sur, alors là vraiment sur la perception de cet hommage ici en France. Avec d'abord un sondage qui a été réalisé par Toluna Harris Interactive pour le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui dit que les Français répondent oui majoritairement à la question y a-t-il eu des Français parmi les tués lors de l'attaque du Hamas. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on leur demande combien de Français ont été tués, là les réponses sont beaucoup plus floues. Il y a 45% des personnes interrogées qui pensent qu'il y a eu moins de 10 Français qui ont été tués et seulement 11% qui sont dans malheureusement la bonne fourchette, pardon de ce terme, de 40 à 49 Français. Et le président du CRIF, Yonatan Arfi, espère que cet hommage national qu'on a vécu aujourd'hui, ce midi, va changer la donne. Écoutons-le. 42 Français, c'est le nombre de ressortissants étrangers, en dehors évidemment donc des Israéliens, qui est le plus élevé. Il y a eu plus de Français tués ce jour-là que d'Américains, que d'Allemands, que d'Anglais. Et ça dit quelque chose à la fois des liens qui existent entre la société française et la société israélienne. Et ce manque de prise de conscience pour une partie des Français du fait que c'est l'attentat le plus meurtrier contre des Français depuis l'attentat de Nice, eh bien j'espère que l'hommage national va permettre de le combler, que ça va permettre de faire rentrer ces noms, ces visages, ces destins dans notre mémoire collective. Votre avis là-dessus, Yael Semama? Est-ce que cette journée a rempli en partie cette mission? Oui, tout à fait. Je partage le point de vue de Yonatan Arfi. Vous savez, mais la famille Torjman m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Elle m'a dit, voilà, on parle beaucoup des otages.
évidemment, et bien sûr. On parle beaucoup des soldats qui tombent à Gaza, en Israël. On parle déjà moins des morts. Donc déjà en Israël, on parle déjà moins des morts parce qu'on est pris dans le combat pour la libération des otages, on est pris par la tristesse. Ouais. Et venir en France et parler et montrer le visage des victimes françaises et de leurs enfants, c'était de remettre un nom sur eux, personnaliser, raconter une histoire. Et j'espère que, effectivement, le défilé des portraits des victimes dans la cour des Invalides, dans la cour d'honneur, portée par la garde républicaine, ça avait vraiment un sens et ça redonnait à chacun. Et ça permet aux Français de visualiser, d'individualiser, de personnaliser. Et Emmanuel Macron qui a employé cette expression, le plus grand massacre antisémite de notre siècle. On écoute un extrait du discours du président de la République. Il était 6 heures. Et le Hamas lança, par surprise, l'attaque massive et odieuse, le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Et dans les notes de musique d'un lieu de fête ont éclaté les tambours de l'enfer. Et les téléphones de nos enfants qui jusque-là filmaient les joies de leur vie sont devenus les boîtes noires de l'horreur. Elles nous hanteront, ces images. Le ciel livide qui se zèbre de missiles. Les brigades infernales qui écument le festival se répandent dans les plaines, puis dans les villages, fracassent les portes, font irruption dans les foyers, dans les chambres, sous les lits. Les déflagrations, les cris de « massacrons les Juifs », les grenades, les hurlements, les pleurs, puis le silence, comme un linceul. Yael Semama, vous allez déposer, je crois, une plainte au nom de la famille Torjman pour crime contre l'humanité. On va dans ce débat beaucoup parler des mots comment qualifier ce qui s'est passé, et peut-être aussi, d'ailleurs, on va en parler, ce qui se passe à Gaza avec la riposte militaire israélienne. D'abord, plainte contre crime contre l'humanité ici en France. Pourquoi en France ? Alors, la loi française prévoit ce qu'on appelle la compétence personnelle passive. Alors, c'est une expression un peu compliquée pour dire une chose très simple. Un citoyen français qui est victime d'un crime ou de certains délits aussi, commis à l'étranger, par un étranger ou par un Français, peu importe, est éligible, entre guillemets, à ce que ce crime soit examiné par les juridictions françaises. Donc, tout citoyen français tire de la loi française ce droit à ce que le crime, en l'occurrence ce crime contre l'humanité, fasse l'objet aujourd'hui, et c'est ce que l'on souhaite, d'une enquête, d'une instruction et peut-être un jour d'un jugement des responsables de ce massacre, du Hamas, des brigades Azeni Al-Qassem, etc. Roger Carucci, ces mots, crime contre l'humanité, vous les avez employés très vite, et vous avez regretté qu'ils ne le soient pas forcément par le chef de l'État ou à l'époque ou la ministre des Affaires étrangères. Exactement, oui, dans l'hémicycle, lors d'une question d'actualité, mais qui remonte déjà au mois d'octobre, j'avais reproché au gouvernement, à Mme Colonna à l'époque, mais aussi au Premier ministre, enfin, à l'époque à la Première ministre, de ne pas utiliser dans l'hémicycle les termes de crime contre lui. Mais parce que, je l'ai dit à ce moment-là d'ailleurs, mal qualifier un acte, c'est déjà le nier. Et donc, je ne vois pas en quoi le massacre du 7 octobre est un crime de guerre. Je veux dire, c'est plus qu'un crime de guerre. Le massacre n'est pas par rapport à des soldats, c'est par rapport à des familles, à des gosses, à des femmes enceintes, à des femmes... Les viols, les décapitations, le massacre, ça n'est pas un acte de guerre. Alors, et ça revenait aussi quelque part à dire, est-ce que le Hamas... Quand on dit crime de guerre, est-ce que le Hamas n'est pas reconnu comme un acteur de guerre et non pas comme un mouvement terroriste? Donc moi je considère que c'est un crime contre l'humanité et qu'on devrait tous l'employer depuis le 7 octobre. Alors ces mots utilisés, choisis pour qualifier les massacres du 7 octobre, c'est aussi au cœur d'une polémique qui concerne le parti de Jean-Luc Mélenchon. Mathieu, des élus de la France Insoumise se sont finalement rendus à cet hommage national. Oui, et entre nous, on se demandait bien ce qu'ils fichaient là. Plusieurs familles de victimes avaient écrit jusqu'au président de la République
pour lui demander d'interdire la présence de LFI à l'hommage national, et ce seul argument aurait dû suffire, en particulier dans un parti qui se targue de placer l'humain d'abord au-dessus de tout. Car s'il y a bien une valeur partagée dans l'humanité tout entière, c'est bien le respect du deuil. On n'ajoute pas de la douleur à du chagrin, on n'ajoute pas de la colère à la souffrance. On respecte, on écoute les proches, on n'impose pas sa présence. Pour reprendre les mots du député insoumis de la Somme, François Ruffin, isolé dans son propre camp, des parents qui pleurent leurs enfants ont tous les droits. Que reprochaient précisément les familles à la France insoumise? Indécence, absence de respect, relativisme et négationnisme. Et il est difficile de leur donner tort. Je rappelle à toutes fins utiles que pour le groupe parlementaire LFI, l'attaque du 7 octobre fut, ouvrez les guillemets, une offensive armée de forces palestiniennes. C'est écrit noir sur blanc dans leur communiqué ce jour-là. Ouvrez les guillemets, dans l'attaque du Hamas, il y avait 4 casernes qui étaient visées et une rave qui a dit ça, Jean-Luc Mélenchon, le 2 décembre sur France Inter, passant sous silence les massacres des kibboutz. Il ne s'agissait donc pas de terrorisme aux yeux des Insoumis, mais selon les explications alambiquées de Mathilde Panot, le 10 octobre, de crimes de guerre qui visent à la terreur, je referme les guillemets, perpétrés, ouvrez les guillemets, par la branche armée du Hamas. Le Hamas, ouvrez les guillemets, un mouvement de résistance qui se définit comme tel, selon les mots, le 17 octobre, de Daniel Obono. J'aurais pu arrêter là. J'aurais pu aussi continuer en ajoutant les élucubrations monstrueuses du député du Nord, David Guiraud, les rires nerveux de sa collègue du Val-de-Marne, Ercilia Soulet, les appels répétés de Thomas Porte de Seine-Saint-Denis à traduire en justice, à traîner en justice l'État hébreu, et même maintenant les franco-israéliens de Tsahal, coupables à ses yeux de crimes de guerre, alors que j'entends pas beaucoup d'appels à traîner en justice les responsables planqués du Hamas au Qatar. J'aurais pu ajouter aussi la dernière en date, celle d'hier soir, signée Émeric Caron, qui appelait le CIO à contraindre les athlètes israéliens à défiler sans drapeau, comme ceux de la Russie de Poutine, en toute confusion. Il a oublié Munich, hein. Émeric Caron, qui a d'ailleurs été sifflé, hué à son arrivée aux Invalides. Pourquoi alors? Je vais vous donner la parole, mais Mathieu, pourquoi ils s'y sont rendus? Qu'on ne s'y trompe pas, leur présence n'est ni le signe d'une soudaine compassion, ni d'un revirement, ni d'un repentir, mais le fruit d'un arbitrage, parce que les insoumis qui considèrent que tout est politique et qu'en politique on ne s'excuse jamais, ont donc jugé qu'ils avaient plus à perdre à ne pas s'y rendre. Alors ils y sont allés, vous l'avez dit, Thomas, sous les huées et sous la colère de ceux qui étaient là, repoussant encore un peu plus les limites de l'indécence. Faire Bronstein. Moi, je voulais, par rapport au... est-ce qu'il faut attaquer le Hamas pour crimes contre l'humanité, contre de guerre? Je suis d'accord avec monsieur le sénateur, mais je voulais vous rappeler que le Hamas a déjà été condamné. Et si je ne me trompe pas, en 2012, par la Cour pénale internationale, je ne sais pas si c'était pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, je rappelle encore une chose, la communauté internationale reconnaît et que le Hamas est une organisation terroriste. Maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est pas qu'une avocate qui représente une famille et franco-israélienne et porte plainte. Que ce soit les Palestiniens qui portent plainte contre le Hamas. C'est les Palestiniens qui sont les premières. C'est les Palestiniens qui sont les premières victimes du Hamas. C'est le Hamas qui a voulu que cette guerre devienne quand même. Le Hamas, les Palestiniens sont les premières victimes du Hamas. Donc pourquoi ne le font-ils pas? Parce qu'ils. D'accord. Non, je dis pas. Je fais pas. Je fais pas. Non, c'est pas. Non, c'est pas du tout. C'était pas du tout mon intention. C'est que je dis, regardez ce qui arrive à Gaza. Pourquoi ne le font-ils pas, porter plainte contre le Hamas? Parce qu'ils vivent sous la terreur? Aussi parce qu'ils vivent sous la terreur. Aussi parce qu'ils vivent sous la... Moi, je l'ai toujours dit et je le répète. L'ennemi des Palestiniens, c'est la pauvreté et l'ignorance. Et la corruption. Quand on vit dans la pauvreté, dans l'ignorance et dans la corruption du Hamas, on est complètement déshabillé, on est complètement démunis. Et les pauvres Palestiniens souffrent de ça. La plupart des Palestiniens ne sont pas des terroristes. Je veux qu'ils vivent en paix avec mes enfants et j'espère que c'est votre combat depuis 40 ans. Et ça continuera à être mon combat. Votre avis sur LFI? Je reviens à LFI. Sur la présence de LFI. Alors, Monique et Michael Torgeman ont signé cette lettre adressée à Emmanuel Macron en demandant que LFI ne soit pas présent. C'est pas un acte politique, c'était vraiment une réaction épidermique. La seule idée qu'ils puissent assister à cet hommage les rendait absolument nerveux et s'inquiétaient même de leur présence. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, à titre personnel, je ne regrette pas leur présence. Ils ont entendu dans la cour d'honneur des Invalides
qu'on parlait du plus grand massacre antisémite, et ce seul fait qu'il l'ait entendu, que ça a résonné et qu'il n'ait pas pu prendre la parole pour le dire, pour moi, et pour les familles, c'était un moment extrêmement important. Eh oui, mais malheureusement, je crains qu'ils ne comprennent pas. On verra. D'abord parce que Jean-Luc Mélenchon a dit lui-même, il y a quelques jours, que pour lui, c'était pas un massacre antisémite parce que alors je dis moi, les terroristes, c'est pas le mot qu'il a employé, du Hamas, lui a affirmé qu'ils les ont tués parce qu'israéliens et non pas juifs. Alors, je voudrais... non, mais juste pour vous dire que le président Macron et que l'ensemble de la communauté nationale disent c'est le plus grand massacre antisémite, pogrom que l'on ait connu, c'est clairement ce que chacun pense, mais dans un côté, allez, soyons francs, clientéliste, électoraliste, la France insoumise frise constamment sur l'antisémitisme et non pas seulement sur l'antisionisme. Et à partir du moment où c'est constant, bien sûr qu'on peut leur dire devant eux que c'est le plus grand massacre antisémite. Pour autant, vous verrez que dès demain, ils vont demander autre chose. Un mot de conclusion sur ce thème, Mama. Oui, absolument. En tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le fait de qualifier les actes perpétrés le 7 octobre de massacre antisémite, ça a un vrai sens, et ça a un sens juridique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on travaille même avec des confrères sur l'idée de porter plainte non pas simplement pour crime contre l'humanité, mais crime contre l'humanité avec une intention génocidaire. Parce que, et là, si vous voulez, malheureusement, j'ai eu à voir ce film terrible, non, pas Nova, le film. Vous savez, moi, j'ai entendu seulement Yahoud Kalb, les Juifs sont des chiens. Je n'ai pas entendu le mot Palestine, je n'ai pas entendu le mot israélien. Ça, c'est ce que disaient les terroristes au moment où moi, je parle l'hébreu, j'ai même des notions d'arabe. Je veux dire, on avait des sous-titres. Alors, aujourd'hui, on peut même se poser cette question si ce crime contre l'humanité n'a pas été commis dans une intention génocidaire contre un groupe bien déterminé, les Juifs. Alors, on va rester sur ces notions et toujours sur, finalement, des questions sémantiques. Et là, je reviens à la question hommage national. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Temps mémoriel, voilà les termes qui ont été employés par l'Élysée pour annoncer qu'il y aura un temps mémoriel pour les Français morts sous les bombes israéliennes à Gaza. Ça a été fait lundi, cette annonce par l'Élysée. Pour l'ancien président François Hollande, temps mémoriel et pas hommage national. Il était invité ce matin de France Info. La nuance est importante. On écoute. J'ai entendu cette proposition. Ça ne peut pas être le même hommage. Une vie est une vie et une vie est équivalente à une autre vie. Mais il y a les victimes du terrorisme et les victimes de guerre. Pour les victimes du terrorisme, il y a toujours eu des hommages. Pour les victimes de guerre, il peut y avoir à un moment des cérémonies. Mais ce n'est pas le même processus. Être une victime du terrorisme, c'est d'une certaine façon être là parce que nous sommes français, être attaqué en tant que français ou en tant que défenseur d'un mode de vie. Une victime collatérale, vous êtes dans une guerre, vous êtes victime collatérale, il y en a en Ukraine, ce n'est pas un acte de terrorisme. On peut dire que c'est un acte de guerre, on peut dire qu'on ne sommes pas d'accord sur cette fuite en avant, nous pouvons considérer que ça met en cause des populations civiles, que c'est inacceptable, on peut dire qu'il y a des situations humanitaires intolérables qui se passent à Gaza, mais ce n'est pas de même nature. Roger Karoutchi, votre avis, temps mémoriel pour les victimes françaises des bombardements israéliens à Gaza? On est vraiment dans la sémantique. Je ne sais pas quelle forme ça prendra. D'abord, attendons de voir. Pour le moment, on a vu ce qu'était évidemment l'hommage aux Invalides. Il faut le faire, vous irez? Ah non. Vous n'irez pas? Non. Non, je n'irai pas. Pourquoi? Parce que j'attends de voir la forme que ça prendra, soyons francs. Si c'est la forme équivalente, entre guillemets, avec, je sais pas, parce que l'appellation de temps mémoriel, ça ne signifie en réalité institutionnellement rien, ça n'existe pas en fait. Donc, est-ce que c'est un temps mémoriel quand même aux Invalides? C'est-à-dire, est-ce qu'on met sur le même plan les deux actes, le 7 octobre et la suite? Si c'est ça, je n'irai pas. Si en revanche, c'est un temps mémoriel parce qu'il y a des Français qui sont morts, mais alors, il faudra que le président de la République définisse la manière dont ce sera rendu. Si c'est juste un hommage à des Français morts, éventuellement j'irai. Mais j'attends de voir ce que ça veut dire. Mais je ne veux pas qu'on mette les deux éléments sur le même plan.
Alors, je vais rappeler un chiffre. Alors, c'est celui du Hamas, évidemment, il est à prendre avec énormément de pincettes, plus de 27 000 morts dans la bande de Gaza. C'est impossible à vérifier aujourd'hui ce chiffre, mais bon, de toute façon, il y a des milliers, peut-être dizaines de milliers de morts là-bas. Je voudrais qu'on parle de la qualification de ce qui se passe depuis 4 mois à Gaza, et je me tourne vers vous, Ofer Braunstein, parce que c'est devenu un enjeu géopolitique. Il y a une plainte qui a été déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice de l'ONU. Qu'est-ce que vous pensez de cette plainte? Plainte pour génocide. On retrouve les mêmes mots. Tout d'abord, c'est pas anodin que la plainte ait été déposée par l'Afrique du Sud. Oui. Je pense que l'Afrique du Sud a encore beaucoup de travail à faire sur elle-même par rapport à son passé. J'espère qu'elle le fait. En plus, il y a eu déjà une décision de la Cour qui ne parle pas de génocide, qui demande aux Israéliens de vérifier ce qui s'est passé et de revenir et lui communiquer, qui ne demande d'ailleurs, il faut le préciser, la Cour ne demande même pas d'arrêter la guerre. Donc, je regrette qu'on en arrive là. Vous savez, je comprends, maître, je suppose qu'à un moment donné, il y aura une dimension juridique, internationale, etc. En fin de compte, le problème, il est politique. Quand on décidera d'arrêter, et quand on décidera de se réconcilier, et quand on décidera de reconstruire, et quand on aura terminé de pleurer nos morts, et de soigner nos blessés, et de guérir nos traumatismes, ça ne sera pas une action politique. Moi, je ne cherche pas aujourd'hui à régler des comptes avec qui que ce soit. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que les otages israéliens reviennent chez eux à la maison, qu'Israël ne soit plus victime de milliers de missiles qui sont jetés sur elle, et du nord ou du sud, qu'elle puisse vivre en bonne relation avec tous ses voisins. Et je cherche la même chose pour les Palestiniens. Qu'un enfant palestinien qui a vu sa maison détruite, qui a vu peut-être son père ou son frère tué dans cette terrible guerre, garde l'espoir pour un avenir meilleur, parce que je ne veux pas que cet enfant devienne lui aussi un terroriste en 20 ans. Donc on a du travail à faire, et je pense que le travail principal à faire est sur le chemin politique. J'espère qu'il y aura une volonté, une détermination politique de la part de la communauté internationale, en particulier de la France, des États-Unis et de l'Europe, pour, une fois pour toutes, faire venir les... Je ne crois pas que les Israéliens et les Palestiniens peuvent s'arranger tout seuls à ce stade. Il y a trop de poison qui circule, qui a contaminé le cœur des Israéliens et des Palestiniens, je le comprends. Donc il va falloir que la communauté internationale dise basta. On est capable d'aller sur Mars, on n'est pas capable de régler ce problème, c'est impensable. On va y revenir dans un instant, parce qu'on va parler des otages avec Samia Dechir et de cette peut-être ouverture, on l'espère, d'une fenêtre pour qu'il y ait de nouveau une trêve et des libérations d'otages. Mais je voudrais, et peut-être que ça va vous choquer, mais reprendre une expression que plusieurs universitaires qu'on a invités sur ce plateau, on l'entend aussi, cette expression, dans les couloirs de l'ONU, c'est pas anodin, pour qualifier l'action de l'armée israélienne à Gaza depuis 4 mois. Cette expression, c'est un nettoyage ethnique pratiqué à Gaza. Qu'est-ce que vous répondez à cette expression ? Écoutez, en arrivant ici, je m'étais dit que je ne voudrais pas parler du conflit à Gaza, que ce n'était pas ma place, que ce n'était pas mon rôle. Vous m'interrogez sur un... Oui, parce que vous-même, vous posez la question de la qualification, puisque vous portez une plainte. Donc, je voudrais dire à M. Braunstein qu'on partage le même but. Je suis persuadé. Voilà, et que je voudrais que vous ayez raison. On n'est pas venu pour ne pas être d'accord, on est venu pour être d'accord. Je voudrais que vous ayez raison, je voudrais que tout ne soit que politique. Et que tout se résoudra par la politique. La preuve est que ça ne se passe pas ainsi. À quoi sert la justice ? Elle sert aussi, et je rejoins M. Pekarouchi, à mettre des mots sur ce qui s'est passé. Et ne pas les mettre, et je vous rejoins aussi, c'est les minimiser. Alors, nettoyage ethnique, non, je ne peux absolument pas adhérer. Et je vais vous dire, sans considération du fait que mon cœur puisse être aussi en Israël pour de multiples raisons. Il n'y a pas d'intention, et c'est le principe, je pense l'élément principal, de procéder d'une quelconque manière à l'élimination d'un groupe par rapport à une appartenance ethnique ou même géographique. On est à ce moment-là de conflit dans une guerre. Et il n'y a pas de volonté. Le nettoyage ethnique repose sur une intention d'éliminer un groupe
par son appartenance. Et là, je crois que vraiment, on ne peut pas y être. Votre avis, Ofer Brownstein, parce qu'on pourrait faire ce procès à Benyamin Netanyahou. Non, je vais vous donner des exemples concrets pourquoi ça peut l'être. Et je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais je ne peux pas m'en empêcher. Malheureusement, pour moi, en tant que franco-israélien, c'est une honte. Il y a à l'intérieur du gouvernement israélien des ministres qui sont des fascistes. Et ces gens-là qui s'expriment en disant qu'il faut mettre une bombe atomique sur Gaza, c'est du nettoyage ethnique, c'est une volonté de crime contre l'humanité. Et ce n'est pas les seuls, et ce n'est pas des isolés. C'est le ministre des Finances, c'est le ministre de la police intérieure. C'est des gens qui sont au cœur du gouvernement israélien. Ils me font honte en tant que juif, ils me font honte en tant qu'Israélien, et c'est des gens qui appellent au génocide des Palestiniens. Allez, on va terminer ce débat sur le sort des otages, et je vous propose pour commencer d'entendre l'ambassadrice d'Israël ici à Paris. Elle rappelle ce qu'on peut tous imaginer, 4 mois de cauchemar pour les familles. C'était sur BFM TV ce matin. Je pense aux familles. Hier, j'ai eu une rencontre avec les familles des otages français qui sont là. Ils sont donc arrivés hier soir à Paris. C'est un cauchemar qu'ils vivent pendant 4 mois. C'est une torture psychologique. Et sachant que leurs chers sont là, on n'a pas de nouvelles de leur sort. Aucune nouvelle. On ne sait même pas si les médicaments offerts et initiés par le président Macron ont été reçus par les otages. Aucune nouvelle. On sait bien qu'ils ont été torturés et qu'ils sont toujours torturés là-bas. Donc, vraiment, ce sont 4 mois de cauchemar permanent pour eux. Et ce qui est important pour nous, c'est être rassurés qu'ils pourront retourner chez eux prochainement, le plus vite possible. Samia Deché, rebonsoir. Combien d'otages restent encore aux mains du Hamas? Eh bien, d'après l'État hébreu, il reste encore 132 otages à Gaza. 132 otages, dont 29 seraient décédés. Parmi les otages encore aux mains de l'organisation terroriste, il y aurait 3 Français qui sont toujours portés disparus et donc présumés otages. À la base, je rappelle que 250 personnes ont été capturées par le Hamas lors de cette attaque du 7 octobre, qu'une centaine d'entre eux a déjà été libérée fin novembre après la conclusion d'une trêve entre Israël et le Hamas. Et l'enjeu, Thomas, c'est donc la libération de nouveaux otages. Avec donc cet espoir d'un nouvel accord en perspective. Oui, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu aujourd'hui avec les dirigeants israéliens à propos d'une proposition de trêve. Une proposition qui a été formulée par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte. Le médiateur qatari assure que le Hamas serait prêt à signer cet accord. Alors qu'y a-t-il dans cet accord? Bien, d'après une source palestinienne citée par l'AFP, cet accord prévoit une trêve de 6 semaines dans les combats, la libération de 200 à 300 prisonniers palestiniens. Cet accord prévoit aussi l'entrée accrue d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Et enfin, la libération potentielle de 35 à 40 otages israéliens, otages détenus par le Hamas. Oui, et on va rappeler que pour l'instant, évidemment, rien n'est signé. Oui, il faut donc prendre toutes ces informations-là avec beaucoup de prudence. Le Hamas confirme juste, en fait, avoir donné sa réponse. On ne sait pas si elle est positive ou négative. On attend donc encore la réponse d'Israël. Dans tous les cas, il n'y aura pas de cessez-le-feu définitif, comme le réclamait le Hamas. Israël n'acceptera qu'une trêve provisoire. Il a déjà prévenu, donc cet accord n'est pas signé et les lignes peuvent encore bouger. Évidemment, ça peut encore bouger. Merci beaucoup, Samia. Roger Karoutchi, votre avis sur ce qui est en train de ces tractations? D'abord, clairement, on sait que demain commencent des négociations au Caire. Entre justement les États-Unis, le Qatar, Israël, le Hamas, de manière directe ou indirecte. Donc on va bien voir ce que ça donne. La seule inquiétude, l'inquiétude, moi je rêverais que la paix soit rétablie, que la trêve s'installe et que les otages reviennent et que tout ça s'arrête, parce que c'est un cauchemar pour tout le monde. C'est un cauchemar pour les Israéliens, c'est un cauchemar pour les Palestiniens, pour ceux qui ne souhaitent pas cette guerre et qui sont sous la contrainte du Hamas. C'est un cauchemar, donc il faut trouver une solution. Un élément d'inquiétude quand même, parce que le Hamas, visiblement, quand Israël demande, il dit par exemple, trêve, d'accord, mais libération de tous les otages, et c'est OK pour libérer plus de Palestiniens. De prisonniers, oui. On voit bien que le Hamas ne dit jamais tous les otages, dit 35, 40. Est-ce que ça veut dire que les autres sont décédés et qu'en réalité, on ne veut pas le dire? Et quelque part, à un moment, il faudra bien qu'on sache
combien d'otages sont encore en vie, combien peuvent réellement revenir. Moi, j'ai été le parrain de plusieurs otages, et dernièrement du petit Kfir. Sincèrement, dans les contacts qu'on a avec les familles, je ne suis pas sûr que le petit Kfir Bibas, qui a maintenant 1 an, qui est le plus jeune otage du monde, est-ce qu'il est encore en vie? Comment on supporte ça? Et je voudrais juste conclure en disant, demain, le président Larcher recevra les familles des victimes qui ont été reçues aujourd'hui aux Invalides. Ouais. Ofer Bronstein, Permettez-moi de vous parler des paramètres pour peut-être un accord. De ces négociations, oui. Et moi, alors j'avais une question sur le rôle, mais vous allez certainement y répondre, sur le rôle d'Anthony Blinken. C'est sa 5e tournée régionale en 4 mois. Donc ça veut dire que c'est encore quand même les États-Unis qui détiennent une partie de la clé. Mais les États-Unis ont des leviers d'influence sur Israël qu'aucun autre pays n'a. Ouais. Si l'Europe voulait en avoir, elle aurait pu en avoir. Mais l'Europe n'a jamais utilisé ces leviers d'influence. J'espère qu'elle le fera prochainement pour justement rapprocher les uns aux autres à un accord de paix. Elle aurait pu en avoir, mais l'Europe n'a jamais utilisé ces leviers d'influence. J'espère qu'elle le fera prochainement pour justement les massacrer, les tuer, les éradiquer. Ce qui veut dire on condamne à mort les otages. Il faut être clair. Chaque jour qui passe, il y aura moins d'otages en vie. Maintenant, il y a deux façons de voir. Je vous interromps parce qu'à l'instant, vous disiez, effectivement, prise de parole du Premier ministre israélien. Il estime que se plier aux demandes du mouvement islamiste palestinien ne ferait que, je le cite, mener à un autre massacre. Donc on est plutôt sur une ligne dure, puisqu'il annonce avoir ordonné à l'armée de préparer une offensive sur Rafah. Ça, c'est des déclaratifs. Bon. Aujourd'hui, il y a deux positions. N'oublions pas que le petit groupe de guerre, comment ça s'appelle le cabinet de guerre. Le cabinet de guerre aujourd'hui, heureusement, a été enrichi, a été renforcé par 2 forces qui ne sont pas les moindres, qui sont M. Benny Gantz et M. Eisenkot, les 2 ex-chefs d'état-major, l'un ex-ministre de la Défense. Ils font partie de ce cabinet, c'est des gens raisonnables. Si jamais Netanyahou et l'extrême droite israélienne décident que l'objectif c'est de continuer la guerre, je peux vous garantir que très prochainement, ils quitteront le gouvernement et on ira vers une crise politique très très grave. Tout dernier mot, l'émission est terminée. Il faut accepter, il faut tout faire, à tout prix, pour que les otages soient libérés. On a le temps pour détruire le Hamas. On ne doit pas être pressé. Ils ont déjà reçu des coups très très difficiles. Les Palestiniens en souffrent, le Hamas en souffre. Ce qu'il me faut, c'est les otages à la maison. Merci. Et pas de continuer la guerre. Merci beaucoup. Pardon de devoir vous interrompre. Merci d'avoir participé les uns et les autres à cette émission. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat et je vous donne rendez-vous demain, 18h, 22h, pour un nouveau numéro de Sens Public. Et puis notez que l'invité de la matinale demain, Oriane Monsigny, elle recevra Cyrielle Châtelain, la présidente du groupe Europe Écologie Les Verts, à l'Assemblée. Bonne soirée.